Alors, je vais dire quelques mots en préambule pour expliquer ma présence ici. Et avant tout, je remercie Christophe et ses collègues de nous avoir invités, de nous avoir conviés à cette journée. Et puis, remercie aussi les coordinatrices de l'ouvrage de nous avoir conviés à participer, à cogiter. On s'est bien pris la tête, alors on explique aussi pour quelle raison. Mais ça nous a fait avancer dans l'équipe du théâtre et c'était un vrai plaisir pour ça. Comme je vais vous parler de parcours, je voudrais dire aussi quelques mots sur le parcours de ce travail-là et le fait que je me présente face à vous aujourd'hui. Alors lorsque les coordinatrices de l'ouvrage ont proposé à mes deux co-auteurs et qui étaient anciennes directrices du théâtre de proposer ce chapitre, donc Corinne Godard et Catherine Delgoulet, celles-ci ont dû se dire qu'entre 5 coordinatrices plus 2 co-auteurs, il fallait peut-être équilibrer un peu les genres. Moi je devais passer par là dans un couloir et elles m'ont dit allez, viens. Donc c'est une proposition qu'on ne refuse pas de la part de 2 chercheurs comme Corinne Godard et Catherine Delgoulet. Et donc j'ai accepté. Ma contribution a été, je fais ce que j'ai pu, certainement j'ai pu vérifier si les références biblio étaient bien notées dans le document. Et puis est venu le temps de ces journées, de les préparer, on avait accepté tous les 3 donc, de le faire avec plaisir, on a agréable de venir ici. Puis moi je me suis dit avec mes 2 co-auteurs qui vont être en première ligne, je vais être tranquille, je vais m'asseoir dans un coin, je vais écouter, ça va être super. Seulement, il y a quelques semaines, Corinne Godard nous a annoncé qu'elle avait une invitation pour aller quelques jours au MIT à Boston, si je ne me trompe pas. Donc c'est une proposition qui ne se refuse pas, je me suis dit, on s'est dit ok. Puis moi je me suis dit, les taux se resserraient, on se retrouvait à 2 avec Catherine Delgoulet. Et puis samedi, Catherine nous annonce qu'elle était positive à la Covid, mais qu'elle pouvait assurer une partie peut-être en distanciel. Je me suis dit, oulala, ok. Et puis mardi après-midi, elle nous annonce qu'elle n'arrive même plus à parler, qu'elle a vraiment du problème à voir. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait on la joue à pile ou face pour savoir si on présente, si je présente ou si on fait rien. Et je la soupçonne d'avoir truqué la pièce. Pile ou pile, tu vas aller présenter pour tout le monde. Et puis d'approprier un chapitre que vous avez écrit, que tu as écrit il y a un an et quelques. Ok. Donc j'ai eu à peu près une journée et surtout 2 nuits pour travailler tout ça. Donc vous verrez que le support et la présentation ne sont peut-être pas aussi aboutis que les présentations précédentes. Et je vous demande de m'en excuser. Voilà, alors pour revenir sur quand même, on va parler de ce chapitre, les documents sur les parcours, une opportunité pour penser et agir sur le travail, réflexion sur les espaces et les temps de l'intervention. Alors, la réflexion qu'on va vous présenter, ici on voit une expérience collective qu'on a pu construire au sein du théâtre, en complément de nos applications respectives et qui ont pu varier au fil des années. Le théâtre, certains le savent, c'est un réseau de recherche thématique sur les liens entre âge, travail, santé et expérience, créé au début des années 90 par Serge Volkoff et Antoine Laville, dont on a déjà parlé ce matin, qui est structuré en groupement d'intérêt scientifique, qui réunit aujourd'hui 19 partenaires, que ce soit des ministères, des institutions publiques, des grandes entreprises, des organismes de recherche. Et donc c'est un réseau pluridisciplinaire qui regroupe à ce jour une vingtaine de chercheurs, ergonomes, statisticiens, démographes, psychologues, sociologues, économistes, politiques. Et c'est un réseau, 2 d'entre nous ont fait leur thèse dans le secteur de la construction automobile ou aéronautique, et que 2 d'entre nous ont dirigé ou dirigent encore actuellement. Ce n'est pas le stagiaire, c'est plutôt les 2 collègues. La thématique centrale de recherche et d'intervention du théâtre porte plutôt sur les conditions du parcours professionnel en santé et en compétences au fil de l'âge. On examinera ici en quoi et comment la prise en charge des parcours par l'ergonomie reconfigure les espaces et le temps d'intervention. Ce choix des incidences épistémologiques dans la mesure où il postule la nécessité d'une prise en compte du temps long,
à l'échelle des parcours de travail pour se saisir des relations entre santé et travail et de penser dans le temps long, c'est-à-dire de réfléchir au temps de l'intervention et à ses effets durables. Cette présentation revient donc sur une réflexion menée à trois, mais renvoie à une expérience collective d'une trentaine d'années, depuis le début des années 90, partagée avec nos collègues du CREAT qui contribuent largement à ce réseau. Alors, à l'origine de nos réflexions, des questions et préoccupations portées depuis les années 90, je l'ai dit, par des entreprises ou des institutions publiques. Donc des demandes adressées à l'équipe du CREAT. Donc on a essayé de lister les demandes un petit peu récurrentes. Par exemple, comment rendre compte des effets différés du travail sur la santé et se prémunir des effets délétères. Comment faire le lien entre évolution du travail et évolution de la santé perçue et diagnostiquée. Comment appréhender le vieillissement au travail au-delà de la question de la gestion des âges. Comment appréhender la construction des savoirs et des savoir-faire individuels et collectifs, leurs conditions de transfert ou de transmission, ou encore comment inscrire l'intervention dans une perspective durable, par exemple pour ne pas préserver les plus âgés au détriment des plus jeunes, comme on disait prématurément, qui reviendrait à créer ou renforcer une spirale délétère. Alors voilà, c'est un certain type de demande, c'est un certain type de questions qui nous ont fait réfléchir et assez rapidement, on a fait le constat que le fait de traiter dans une approche ergonomique des questions de vieillissement au travail, d'évolution de la santé et de conditions de travail au fil des parcours, soulevait des questions d'espace et de temps d'intervention. Par exemple, comment travailler sur le temps long avec des acteurs d'entreprise dont l'activité est pilotée par des outils de gestion à court terme. Comment transformer le travail à l'échelle d'un établissement ou d'une entreprise dans le domaine de la gestion des âges et des compétences, souvent pilotée par l'action publique. Comment déployer une approche ergonomique en entrant par des enjeux de population, habituellement pris en charge par les services de ressources humaines, à distance du travail, tel qu'il se fait réellement. Encore, comment intégrer l'analyse du temps long à l'analyse ergonomique du travail, dont la ressource essentielle est son plan d'analyse situé dans l'ici et le maintenant. Et donc, vous voyez, c'est là qu'on voit qu'on a une équipe de recherche et qu'on aime bien se poser plein de questions. Et voilà, les terrains, les relations avec les entreprises sont l'occasion d'instruire et de discuter ces questions. Et qui nous ont amené, au fil des années, de nos travaux, à opérer deux types de déplacements principaux. Un premier théorique, d'une vision de la gestion des âgés au processus de vieillissement et construction d'expérience, pour arriver à discuter des notions de parcours comme analyseur des questions présentées précédemment. Et puis un deuxième type de déplacement, plutôt méthodologique, une approche synchronique de l'activité, donc ici et maintenant, plutôt individuelle et collective, déployée en situation, à une approche plus diachronique et pluridisciplinaire, articulant les dimensions qualitatives et quantitatives, permettant de circuler dans les échelles d'espace, du micro, du poste au macro des politiques publiques, et des échelles aussi temporelles, passé, présent et futur. Alors maintenant, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail de ces déplacements, en commençant par deux déplacements théoriques, qui sont des rappels pour certains d'entre vous, qui ont subi les cours avec Catherine Delboulet ou avec moi, et qu'on estime utile pour rattraper des enjeux de santé au travail. D'abord, aux approches catégorielles des politiques publiques ou d'entreprise, qui ciblent par exemple les seniors, les jeunes, les quadras, etc., et souvent déclinistes, comme on le retrouve dans le plan santé-travail 4, qui retient la question du décrochage professionnel, on préfère une approche développementale qui affirme le caractère processuel, conditionnel, individuel et collectif du vieillissement au travail. Processuel, c'est pour faire écho à une discussion de tout à l'heure, c'est parce que pour nous, vieillir ne relève pas d'un état, être âgé, avoir 50 ans, être senior, etc., mais bien plutôt un faisceau d'évolution propre à chaque personne, qui ne sont ni bornés dans le temps, ni indexés directement à l'âge chronologique. Ceci suppose de penser le vieillissement dans la diachronie. Deuxième caractère, conditionnel,
parce que ces évolutions vécues dépendent à la fois d'ingrédients individuels, physiologiques, psychologiques par exemple, qui les rendent singulières, mais également des ingrédients issus de l'environnement socio-économique, historique, qui marquent les générations, des choix d'entreprise en matière de conditions de travail, de formation, de recrutement, etc., et qui affectent le processus de vieillissement. Et enfin, un troisième caractère, individuel et collectif, parce que l'activité de chacun, chacune, est commune et puise dans ces transformations pour élaborer en situation des compromis singuliers. Donc pour nous, le vieillissement est considéré comme un accroissement du temps vécu, qui permet de faire des expériences, mais également un accroissement du temps qualitatif, un temps réfléchi, qui permet potentiellement de se construire une expérience, et utile pour faire face aux résistances du travail réel. Le deuxième déplacement théorique qui nous paraît utile de rappeler est relatif à la compréhension de la construction des liens santé-travail pour passer de relations causales simples, de type telle exposition amènera à tel problème de santé, vers des relations plutôt complexes et enchevêtrées. D'abord dans leur réciprocité, c'est-à-dire que le travail a des effets sur la santé et inversement, la santé peut avoir des effets sur le travail, sur les parcours de travail. Ensuite, rappelez que cette situation santé-travail est médiée par l'activité individuelle et collective des travailleurs. Rappelez également que les effets du travail sur la santé peuvent être immédiats, que la fatigue ou un apprentissage ponctuel peuvent être cumulés, amener des troubles musculo-squelettiques, une reconversion ou alors le développement de compétences, mais ils peuvent être aussi différés, avec des restrictions d'aptitude liées à des problèmes passés, voire l'apparition de cancer. Et enfin, on peut rappeler que ces relations santé-travail, elles peuvent donner des inflexions au parcours professionnel et au-delà, sur l'espérance de vie en bonne santé. On rappelle, il y a que les 10 ans d'écart d'espérance de vie en bonne santé entre un cadre et un ouvrier. Petit rappel relatif aux propositions liées à des allongements des carrières professionnelles. Et cette compréhension des relations santé-travail nous a permis de mettre l'accent sur les parcours, à la fois comme analyseur de ces relations, mais également comme objet partagé avec les ressources humaines, par exemple, pour construire le lien entre ergonomie et RH, qui ne se préoccupe pas vraiment du vieillissement en tant que tel, mais qui prend en charge les parcours. Alors cette notion de parcours, elle permet pour nous d'inscrire nos approches d'analyse du travail dans des dynamiques temporelles, passé, présent, futur, je l'ai dit déjà tout à l'heure, et d'éclairer les relations vieillissement-travail à la lumière des transformations en cours dans les milieux professionnels. Alors, comment concrètement peut-on, en intervention, essayer de donner de la place aux espaces et au temps? Je vais vous présenter maintenant des outils et méthodes qu'on est amené à utiliser. Alors, passer d'une approche synchronique à une approche diachronique permet, on a dit, de circuler entre différentes approches et différentes échelles spatio-temporelles. Et ça nous a amené à créer des dispositifs méthodologiques un peu spécifiques, dont certaines caractéristiques peuvent être rappelées en préambule de cette présentation. D'abord, les niveaux d'investigation ne sont pas prédéterminés. On n'arrive pas avec tout l'arsenal qu'on met en place systématiquement. Tout ça, ça se construit sur le terrain, suivant les projets, les demandes, les contextes, les interlocuteurs, etc. La dimension diachronique, elle ne vise pas non plus seulement à mettre en lumière des évolutions, elle cherche également à rendre visibles des tensions entre différentes temporalités. On renvoie aux travaux de Corinne Godard sur cette question. Et à mettre aussi au travail l'expérience des personnes, des collectifs et des organisations, en lui permettant de circuler à cette expérience. Et donc, pour chaque situation considérée, des dimensions individuelles, collectives et organisationnelles sont explorées sous l'angle de la santé, des populations de travail et de la production. Les analyses produites sont ensuite considérées comme des objets intermédiaires pour représenter, pour traduire, pour discuter avec nos interlocuteurs, des managers, des décisionnaires, des évolutions socio-démographiques et du travail à différents niveaux d'investigation. Alors, si l'ergonomie reste l'ancrage du théâtre, il y a nécessité, compte tenu des thèmes abordés et des méthodes, à intégrer et de s'inspirer des apports d'autres disciplines.
Et donc c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur les travaux en sociologie, en psychologie, en économie. On a il y a quelques années ici Annie Jolivet qui est venue nous faire une présentation, qui est économiste au théâtre, en démographie ou en épidémiologie. Et donc les méthodes et outils constitutifs de l'ergonomie centrés sur l'activité, les chroniques d'activité, les entretiens, les analyses de données d'entreprise, les simulations sont mobilisés et se combinent avec d'autres outils et méthodes des autres disciplines. Et donc on va prendre un peu de temps ici pour présenter trois outils que l'on met en place en fonction des terrains, qu'on a choisis pour leur complémentarité en termes de focale d'investigation, mais également pour leur relative facilité à être mise en œuvre par des ergonomes en intervention. Je vais vous présenter un peu les entretiens rétrospectifs, les chroniques de parcours et les ateliers coopératifs. Les entretiens rétrospectifs visent à comprendre, par exemple, des évolutions de la santé au long du parcours professionnel, ou encore à la fois les processus décisionnels, les règles qui les sous-tendent, et les acteurs situés à différentes échelles de l'organisation. Par exemple, pour comprendre l'origine des liens entre évolution organisationnelle et apparition et des cours temporels de TMS dans une entreprise industrielle, on a mené des entretiens rétrospectifs avec un certain nombre, avec plusieurs opérateurs, d'entretiens individuels, et une large part de l'entretien était consacrée à remonter dans le temps pour identifier les persistances et les changements techniques, organisationnels, dans les équipes, etc., et leurs conséquences sur les stratégies opératoires et potentiellement sur la survenue et l'évolution des troubles musculo-squelettiques. On a vu aussi des données factuelles et situées dans le temps, extraites de différents documents de l'entreprise, notamment des données consignées année après année par le médecin du travail, qui étaient très utile pour aider chaque opérateur à se resituer, à se souvenir de certains changements. Et on constatait que lorsque l'on mettait devant l'opérateur des données très factuelles, et ben il se souvenait d'un changement de référence de produit, d'outils utilisés, d'un changement de chef, etc. Il lui était facile de décrire très finement l'organisation du travail, ses gestes, les conséquences sur la production, voire de ressentir à nouveau les difficultés qu'il rencontrait, et qu'il avait rencontrées pour certaines 10 ans auparavant. Alors ces entretiens nous ont permis d'identifier comment des stratégies ont été facilitées, au contraire télescopées par des changements, ou encore de comprendre en quoi certaines situations annoncées comme provisoires mais qui durent mettent à mal la construction et le développement du geste professionnel. Tout autant d'éléments nécessaires à la compréhension des effets de moyen et long terme sur la santé, mais aussi de la santé sur le travail. Alors, ces informations recueillies, elles ont servi également à cibler des déterminants du travail, en particulier en ce qui concerne l'aménagement de poste, les outils, l'organisation du travail. Et on a remobilisé ces déterminants pour améliorer, pour agir sur les situations de travail, à l'origine des difficultés des opérateurs. Alors, en complément de ces entretiens rétrospectifs, lorsqu'on souhaite dépasser la dimension individuelle des parcours des travailleurs, pour travailler plutôt sur la construction de parcours à niveau de l'organisation, d'un atelier, d'un service par exemple, pour comprendre comment des organisations émergent, évoluent, se transforment, il nous est arrivé d'utiliser ce que l'on a appelé, ce que Céline Mardon et Flore Barcellini ont appelé des chroniques de parcours. C'est-à-dire une méthodologie qui nous permet de reconstituer et mettre en débat des relations entre passé, présent et futur. Alors pourquoi ce besoin de reconstituer et mettre en débat ces relations? C'est parce qu'on constate que les modes d'organisation actuels, plutôt basés sur la flexibilisation des équipes, sur le turnover des cadres, a conduit les organisations à perdre leur mémoire des réussites et échecs passés. Et donc d'un point de vue théorique, cette méthode s'appuie notamment sur les approches historico-culturelles de l'activité, on a parlé de l'Augustin ce matin déjà, s'appuie aussi sur des travaux en psychologie, sur l'importance de la mise en récit pour la construction de l'expérience, ou encore sur des travaux en neurophysiologie sur la mémoire, qui explique que notre mémoire est indispensable, pas seulement pour connaître notre passé, mais également pour préparer notre avenir. Les chercheurs prennent l'exemple du pique-nique que l'on aurait à préparer
préparer pour le week-end prochain. Si on ne pense pas au dernier pique-nique passé, des choses qui ont bien marché ou qui n'ont pas bien marché, ça va être très très difficile pour nous d'imaginer ce qu'il faut penser, anticiper pour le pique-nique futur. Dit autrement, donc pour se projeter dans le futur, l'humain a besoin de mobiliser le passé et le présent. Et donc nous, on vient pour reconstruire, pour articuler cette réflexion sur le passé, sur le présent et projection vers le futur. Alors en termes de méthodologie, je vais essayer de vous mettre deux photos de situation. La chronique de parcours, elle se présente avant les entretiens sous la forme d'une série de lignes horizontales, chronologiques, parallèles les unes aux autres. Chacune des lignes représente un thème que l'on souhaite instruire, et ces thèmes sont choisis à partir à la fois des problématiques qu'on souhaite traiter, mais également des résultats de nos analyses de terrain préalablement effectuées. Il s'agit ensuite, soit par une suite d'entretiens individuels, soit en groupe de travail, de venir compiler des informations à l'aide de post-it, de feutres, etc., afin de reconstituer une histoire de l'organisation. Alors, d'une manière très pratico-pratique, la photo de gauche, pour vous, c'était issu d'un travail qu'on a fait, entre autres, avec Christophe Réal et Adèle Nascimento. Vous voyez le format de la chronique. Et sur la photo de droite, c'est les travaux plutôt de Flore et Céline Mardon. D'un côté très pratico-pratique, je peux demander à Flore comment on fait pour balader ensuite une frise qui fait 1 mètre de long sur 2,10 m de large, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était peut-être plus petit, mais plus ergonomique à trimballer. Donc après, à vous de voir si ça vous intéresse. Et donc, une fois cette frise terminée, elle sert de support de discussion avec nos interlocuteurs pour identifier donc ce qu'on a appelé des pôles structurants d'activité, c'est-à-dire des points de bascule, ou alors des éléments plus processuels, ou encore de dégager des points utiles pour la conception future. Et pour nous, ce travail de reconstitution montre son utilité au moins dans 3 registres. Le premier, c'est pour donner à voir la conduite des changements passés, c'est-à-dire les choix des axes de travail, les conséquences de ces choix, les temporalités. Par exemple, lors d'une intervention et lors du débat autour d'une frise, celle de gauche en l'occurrence, le directeur d'un site nous dit que grâce à ça, on voit bien que notre niveau d'exigence entre aujourd'hui et il y a 6 ans n'a plus rien à voir. Donc certes, on va toujours aujourd'hui, mais on a quand même bien avancé. Ça permet de voir aussi tout ce qu'on a fait, mais aussi quel est le dernier coup de talon qu'il faut qu'on mette pour continuer. Et puis, si on ne fait pas cet exercice, on finit par ne plus voir uniquement le verre à moitié vide et ne pas voir le verre parfois à 3/4 plein. Et ça nous fait réfléchir à tout ce qu'on a demandé comme changement aux agences. Et puis, ça peut nous faire comprendre pour quelle raison il rate. Pour nous, second registre, l'utilité de cette méthode, c'est que ça permet à nos interlocuteurs, lorsqu'ils ont cette prise en phase 2, ça leur permet une prise de recul et une remise en contexte de la façon dont certains projets de développement ont été conduits. Avec des réflexions de type, a posteriori, on constate qu'à tel moment, on n'a peut-être pas fait les meilleurs choix, mais si on regarde à ce moment-là, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on avait comme ressources, qu'est-ce qu'on avait comme information, qu'est-ce qu'on avait comme objectif. Voilà, on a eu des discussions, par exemple, dans une entreprise qui a fait certains choix économiques qui se sont avérés très mauvais pour elle, mais qui ne pouvait pas savoir à ce moment-là que dans les 2 années passées, les prix des matières premières ont considérablement augmenté et ils n'avaient pas pris ça en compte dans leur modèle économique, mais ils ne pouvaient pas l'imaginer. Troisième registre d'apport de ce genre d'outils, c'est que ça nous permet de construire ce qu'on a appelé des histoires et expériences intéressantes et utiles pour la conception. Qu'est-ce que c'est que ce terme plutôt barbare? C'est que certains ergonomes pourraient parler de situations d'action caractéristiques pour la conception, mais ce n'est pas exactement ça dont il s'agit ici. Nous, ce qu'on a cherché à caractériser, c'est plutôt des situations d'action, de management, réussies ou ratées, tirées de la mémoire des acteurs, qui ont sens pour eux, mais utiles pour concevoir l'organisation et les temporalités des changements futurs. Alors on utilise aussi histoire et expérience, parce que les informations qu'elles véhiculent ne sont pas exactement du même registre. Je passe le détail ici.
Et ensuite, le terme expérience intéressante, c'est un terme qui est déjà utilisé au théâtre, qui est issu des travaux de Catherine Delboulay, qui a été publié en 2014. Et ce qui nous fait bien derrière, c'est cette idée qu'on peut s'appuyer sur des expériences réussies. Voilà, on entend souvent dire il faut qu'on identifie les bonnes pratiques pour les dupliquer, etc. Ouais, mais notre point de vue, c'est que les expériences ratées, ou jugées comme étant des semi-échecs par nos interlocuteurs, ça apporte aussi énormément de choses. L'idée n'étant pas de les reproduire, ces expériences ratées, mais plutôt d'en tirer l'expérience pour faire mieux la prochaine fois. Et enfin, utile pour la conception, parce qu'il y a certainement pour nous des histoires, expériences utiles pour la formation, pour la sécurité, pour la construction d'un référentiel commun, etc. Mais dans l'exemple ici, celle qui nous intéressait, c'était celle qui était utile pour la conception de l'organisation future. Je vais vous donner par exemple des verbatim de managers que j'ai retranscrits lors de ces réunions. Il y en a un qui nous dit, en 2011, on est plutôt au début de la crise, on a construit la nouvelle organisation du travail sans concertation. Et ça n'a pas fonctionné. Alors on a fait machine arrière, on a plutôt adopté la stratégie des petits pas, dans une démarche plus participative. Et donc, pour nous, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'une histoire comme ça peut être utile pour conduire des changements organisationnels. On imagine bien que par rapport à la concertation, à l'ampleur des changements, à la temporalité des changements, on peut en tirer des idées intéressantes. On a un autre exemple, un manager qui nous dit, entre 2000 X et 2000 Y, peu importe, on a ouvert trop d'axes de travail simultanément. On a voulu tout mettre en place, ça n'a pas marché. Les managers, ils n'arrivaient pas à tout tenir, trop de groupes de travail, trop d'objectifs, c'était trop, on a mal hiérarchisé. Puis en regardant à peu près la même période, on a un autre manager qui dit, sur cette même période, on a aussi mis en place trop de changements pour les agents, qui ont eu du mal à trouver leur repère pour le travail. Ils nous disaient, ça va trop vite, vous allez trop vite, on n'arrive pas à vous suivre. Et donc quand on sait que la construction de l'expérience, la construction des savoir-faire de prudence ou d'efficacité passe par des phases de changement, mais aussi phases de changement assorties à des phases de stabilité, où on prend le temps de comprendre, d'essayer, de reconstruire ces gestes, cette remarque nous interpelle. Donc là, dans le cadre de cette organisation en forte croissance, les travailleurs n'avaient pas ce temps de compréhension, ce qui a amené à des conflits, à de l'usure, voire à des accidents, et potentiellement aussi à ce travail-là. Enfin, je vais vous présenter une troisième méthode qui a été mise en place lorsque nos demandeurs souhaitaient sortir de leur entreprise et étaient prêts à mettre en commun leurs préoccupations. Donc là, on change un peu d'échelle spatiale de l'intervention avec ces ateliers coopératifs qui ont été élaborés dans le cadre d'un projet de recherche-intervention qui, pour la première fois, il y a quelques années, regroupait l'ensemble des 5 partenaires entreprises du théâtre dans le cadre d'un travail dédié à la compréhension des processus de fragilisation au travail. Alors là, c'était dans le cadre du GISThéâtre, donc on pourrait imaginer à peu près le même dispositif. C'est pas à groseille, mais vous allez voir qu'il y a un peu la même idée derrière. On pourrait imaginer ce même dispositif dans le cadre d'une action au niveau d'une branche professionnelle ou d'une entreprise composée de sites éloignés géographiquement les uns des autres. Alors ce dispositif il a été déployé en parallèle de travaux de recherche-intervention plus classiques en ergonomie dans 3 des 5 entreprises où a été articulé, je vous rappelle, la demande était autour de la compréhension des mécanismes de fragilisation dans le travail, où on a articulé donc, des analyses démographiques globales ou micro-démographiques par site, des analyses du travail sur site et auprès de métiers spécifiques. Alors cette méthodologie, l'atelier coopératif, elle a plusieurs objectifs. Premièrement, mutualiser des connaissances, des méthodes pour rattraper ces questions de fragilisation dans le travail entre l'équipe de chercheurs et les acteurs regroupant les entreprises. Il n'y avait pas que des ergonomes, il y avait aussi des responsables HSE, des médecins du travail, des responsables RH. Deuxième objectif, permettre à chacun de contribuer à la réflexion en train de se faire, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas seulement des terrains d'application d'un modèle de compréhension ou un terrain d'action sur ces processus de fragilisation. Donc contribuer à la réflexion en train de se faire, sans gommer des particularités locales. Les
les entreprises étaient différentes en termes de population au travail, de situation économique et sociale, par exemple, sans gommer non plus la diversité des temporalités, des réflexions et des actions sur ces questions. Et les entreprises qui avaient déjà une certaine maturité, qui avaient mis des ressources pour avancer sur ces questions, d'autres qui en avaient beaucoup moins. On a essayé de prendre en compte tout ça dans ce projet. Troisième objectif de ces ateliers, c'était la co-construction d'un diagnostic global sur les processus de fragilisation à partir d'analyses situées et de divers terrains, mais également la co-construction de solutions originales et adaptées aux situations spécifiques, pour aller au-delà des sentiers, des pistes de prévention plutôt classiques, c'est-à-dire réactives au cas par cas, dont les entreprises constataient les limites pour les personnes elles-mêmes, mais aussi pour les collectifs de travail et la performance globale de l'organisation. Alors pour instruire cette question de la fragilisation, tout en tenant les objectifs que je viens de vous citer, 5 ateliers coopératifs d'une journée en présentiel, avant, et sur différents sites d'accueil se sont tenus au long du projet, qui a duré 3 ans. Donc le premier atelier, qui était plutôt introductif, était axé sur la thématique du projet. Les représentants de chaque entreprise ont présenté la manière dont ils comprenaient cette déclinaison de fragilisation, comment elle s'exprime, ces questions de fragilisation sur chaque site, parce que c'est sur des questions d'absentéisme, de difficultés de santé, de perte de compétences, comment elles sont actuellement travaillées, avec des restrictions médicales, ou alors des aménagements de poste, ou de la formation, et par qui. C'est les services de santé qui s'emparent de ces questions-là, les services RH, la production, et quels problèmes ça pose à l'interlocuteur. Donc tous ces éléments ont été discutés pour essayer d'aboutir à une vision partagée qui, je le répète, ne gomme pas les spécificités de chacune des entreprises. Et au fil du projet, et à partir des échanges entre participants, plusieurs thématiques de travail ont émergé. Et certaines ont été retenues pour être creusées plus en détail lors des journées suivantes. Par exemple, une thématique a porté sur les liens potentiels entre l'absentéisme au travail et les processus de fragilisation. Une autre thématique a permis de préciser en quoi les questions relatives à la formation et aux apprentissages au travail avaient des retentissements en matière de santé des salariés. Et enfin, une dernière thématique s'est centrée sur le rôle des encadrants de proximité dans l'élaboration des relations santé-travail à court et plus long terme. Quelle influence du management de proximité sur la gestion des douleurs, l'usure ou non des travailleurs. Alors à l'occasion de ce 4e atelier, qui était plutôt sur la fin du projet, des acteurs de ce projet, donc plutôt des médecins du travail, des ergonomes, ont exprimé le souhait de disposer d'un outil pour leur propre usage, mais aussi pour le faire circuler dans l'entreprise, et vous serez rassemblés dans un document des orientations pour construire les conditions qui soutiennent des parcours en santé et en compétences. Et donc c'est ce qui a été fait avec eux, la construction de ce document. Il n'a pas vraiment de titre, mais ce que j'ai entendu ce matin, je peux dire que ça peut valoir le coup de trouver un titre parce que ça fait réfléchir, ça fait discuter. Alors le contenu de la forme générale de cet outil ont été discutés dans un 5e atelier, qui n'était pas prévu au départ, puis à 2 reprises, à mesure que les chercheurs avançaient sur la rédaction. Il s'agit d'un document qui a été souhaité comme accessible pour une variété d'acteurs des entreprises et pensé pour être enrichi au fil du temps. Donc il était composé de 2 parties. Une première qui était plutôt intitulée l'approche de la fragilisation au travail et qui proposait des éléments de positionnement et de méthode dans l'étude de la fragilisation, mais aussi des indicateurs de repérage et des espaces d'intervention. La deuxième partie était construite à partir de différents mots-clés identifiés au cours des journées précédentes et associés à un processus de fragilisation au travail, des entrées type absentéisme, management, formation, etc., qui ont constitué une vingtaine de fiches, au final, pour 2-3 pages, et qui illustraient donc tel ou tel aspect particulier de cette réflexion. Alors, dans un premier temps, ce document est à usage interne aux partenaires qui ont participé au projet, mais compte tenu de l'intérêt que ça a suscité, il y a des pistes de diffusion plus larges qui ont été discutées et qui ont été prises en compte dès son élaboration.
pour l'instant en train de diffusion large. Alors pourquoi je vous présente ce dispositif? Parce que selon les participants, ce principe d'atelier coopératif a permis d'augmenter les espaces et les temps de cette recherche-intervention en déjouant les effets du travail en silo que l'on retrouve traditionnellement dans une entreprise, avec les HSE qui s'intéressent à des problèmes HSE, les ergonomes qui traitent des questions d'ergonomes, les médecins du travail qui sont sur la santé, etc. Ici, c'est davantage sur le parcours des organisations et de leurs acteurs dans le champ de la santé au travail que nous avons tenté de travailler en créant cette zone mutualisée. Alors en conclusion, de notre point de vue, cette approche sur et par les parcours permet de construire des liens entre différents acteurs. Les ergonomes, mais aussi les services de ressources humaines, de prévention des risques, les personnes de production, tout en réinterrogeant leurs outils de pilotage habituellement utilisés. On retrouve souvent utilisés au cas par cas et plutôt en réactivité à un problème. Cette approche fournit également des opportunités de développement des personnes et des acteurs, via par exemple les échanges au cours des ateliers coopératifs ou les discussions autour des chroniques de parcours. Et la combinaison d'analyse systématique et diachronique répond à ce projet en offrant à l'intervention ergonomique centrée sur l'activité des ouvertures vers des horizons temporels passés ou futurs et des espaces augmentés de compréhension et d'action. Si l'intervention ergonomique, intégrant des préoccupations de parcours, implique ainsi de s'appuyer sur un paradigme de l'intervention construite et déployée dans deux dimensions, spatiale et temporelle. La première, spatiale, décloisonne l'intervention en élargissant l'éventail des protagonistes concernés, des éléments de compréhension et des opportunités d'action. La seconde, temporelle, inscrit l'activité dans le temps long et ses différentes temporalités, individuelles, collectives, organisationnelles, pour agir sur le travail et la santé au travail. Et en cela, l'approche défendue fait écho à la volonté de circulation à travers les champs temporels de l'activité pour concevoir le travail futur, tel que l'ont développé, par exemple, Flore Barcellini, Laurent Andeliden et François Dagnéou dans l'ergonomie constructive, dont j'ai vu un exemplaire tout à l'heure dans la salle, j'en suis ravi. Christophe, d'ailleurs, il a... T'es attendu. Ou au souci également, donc cette approche, elle répond aussi au souci de positionnement de l'activité singulière à l'échelle des territoires. On prend un petit peu de volume dans une perspective renouvelée de prévention des risques. Et là, je fais référence aux travaux de Leila Boudin. Alors pour finir, ce paradigme de l'ergonomie, construite et déployée dans des dimensions spatiales et temporelles, défend également le point de vue politique. Flore en parlait ce matin. Celui pour nous de la nécessité de rétablir le temps long dans la conception du travail, dans ses outils de pilotage et son évaluation. Cette intégration appelle à plusieurs déplacements relatifs à la définition de la santé au travail, qui nous tient à cœur dans l'équipe, qui prend en compte la construction des compétences et de leur reconnaissance institutionnelle. L'expérience au et du travail s'avère être à ce titre une notion clé qui relie des événements hétérogènes, vécus et réfléchis sur une ligne symbolique, qui permet à ces événements de résonner entre eux et de construire des connexions qui ne sont pas a priori pour les acteurs de l'entreprise, des agencements, des réagencements sans cesse renouvelés. Deuxièmement, nous poussons pour une vision de la santé qui envisage les troubles infrapathologiques comme des signaux faibles de difficultés de santé et à considérer dans nos analyses. Ce qu'on entend par troubles infrapathologiques, c'est des affections de la santé qui ne relèvent pas de la pathologie avérée, mais qui ont une influence sur la vie quotidienne et au travail. De la fatigue, des petites douleurs, des gènes, des troubles du sommeil, etc. Et enfin, troisième déplacement, une vision de la santé au travail qui appelle à intégrer dans le pilotage de l'intervention d'autres acteurs que ceux identifiés comme les acteurs de la santé, c'est-à-dire tout acteur ayant une influence sur la conception du travail, c'est-à-dire les comités de direction, potentiellement des actionnaires, les cercles de décision, les instances représentatives du personnel,
ou sur les personnes en charge de la production, les encadrants, les opérationnels, ou des personnes de la gestion des ressources humaines. Et reconnaître leur légitimité pour construire le problème et conduire les actions. Je vous remercie de votre attention.